Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes qui vont largement suffire, je crois, pour notre temps de parole et qui sont tous les deux font partie des questions qui me sont venues. La première, récurrente comme question, parlez-nous du véganisme, des végans dont on parle de temps en temps pour leurs attaques aux charcuteries, etc. Alors, oui, eh bien, abordons la question et voyons un peu plus loin, au-delà de ce qui peut paraître très folklorique, quelles sont les idéologies qui s'affirment à travers ce mouvement. Et puis le deuxième, je le garde sous le coude pour le deuxième sujet, je ne veux pas tout dire pour garder du suspense. Alors, que signifie le terme végan ? Végan, vegan, on ne sait pas trop comment il faut dire. Certains disent qu'il faut dire végane avec un E au bout, toujours féminin. Mais moi j'entends le plus souvent végan au masculin. Donc je dirais les deux sans importance. Ce terme a été officiellement enregistré par le petit Robert en 2015. En fait, c'est l'adaptation française de l'anglais vegan. Et vegan, c'est résulte de la syncope, je dirais, de vegetarian. Voilà, on a pris le début et la fin du terme. En fait, c'est un conflit qui date de quelques années, en 1944. Vous voyez que ça remonte loin. Donald Watson, qui est le fondateur, deviendra le fondateur du Vegan Society, a eu un différend avec le Vegetarian Society sur l'utilisation du lait. Par exemple, est-ce qu'on peut consommer du lait quand on est végétarien, du miel et des choses de ce genre, mais c'est surtout les produits laitiers. Devant le refus de la société végétarienne, alors il s'est distingué et il a fondé The Vegan Society. Le mot va revenir ensuite en 1946 sous la plume de Henderson c'est un livre de recettes, des recettes véganes. Ça a beaucoup de succès aujourd'hui. Comment cuisiner à la mode vegan. Je le cite pour illustration, pour voir l'avènement de ce terme. Il faut attendre 1951 pour que The Vegan Society donne une définition, une philosophie et une façon de vivre qui cherche à exclure, autant que faire se peut, toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but, et par extension, faire la promotion du développement et l'usage alternatif sans exploitation animale pour le bénéfice des humains, des animaux et de l'environnement. Donc on refuse bien sûr toute cruauté envers les animaux, on ne peut être que d'accord, toute exploitation, mais également toute utilisation de l'animal pour se nourrir ou pour s'habiller. Alors en français, on trouve également comme terminologie le végétalien intégral. C'est une autre... En général, c'est un peu long, alors on dit vegan ou vegan, comme je dis. Véganisme, c'est un terme plutôt canadien. En France, on l'entend moins souvent. Voilà, alors regardons maintenant, puisque je dis en France, comment ce mouvement... j'ai encore une définition aussi. Donc le vegan exclut autant que possible en pratique, mais autant que possible, non, il faut laisser tomber. Je vais un peu approfondir tout produit d'origine animale, c'est-à-dire la chair, la graisse, le sang, les œufs, le lait, la présure et le miel. Tout cela, c'est considéré comme ayant de près ou de loin une origine animale. Et adopte un mode de vie respectueux des animaux. Très bien, excluant donc l'usage du cuir, de la fourrure, de la laine, de la soie, du cachemire, de l'alpaga, mais aussi de perles, de la nacre, de cornes, de plumes, et encore de cire d'abeille, de cosmétiques
et bien sûr de médicaments testés sur des animaux ou contenant des produits d'origine animale. Vous voyez que c'est large comme horizon, il faut vraiment être attentif à la manière dont on vit. Alors bien sûr, c'est clair que dans cette pratique, on exclut les substances issues de l'élevage, de l'abattage, de la chasse et de la pêche. Ça va de soi. Mais n'oublions pas aussi qu'ils excluent l'équitation, la domestication des animaux de compagnie. Par contre, ils acceptent qu'on accueille des animaux en difficulté ou malades chez soi pour les soigner, mais pas d'animaux de compagnie. Et ils s'opposent bien sûr aux corridas, mais on peut s'opposer aux corridas sans être végan, mais également aux zoos, puisque les animaux sont enfermés, aux aquariums et aux cirques présentant des animaux. Il y a une cohérence dans leur approche, dans leur proposition. Alors en France, regardons un petit peu, c'est un mode de vie qui fait de plus en plus parler de lui. On a entendu les bouchers du Nord qui ont fait appel à des vigiles pour protéger leurs établissements. Et j'ai entendu une interview, mais je le dis trop tôt, je vais attendre un peu parce que c'est une terminologie que je n'ai pas encore définie. Au moment où, à Paris, se célébrait de Vigi Pride. Maintenant, tout se termine sur des carrosses et des prides, de l'une ou l'autre façon. Il y a eu les Gay Pride, maintenant les Vigi Pride. On va bientôt de Catholic Pride. Ça va être super méga. Hein? Mais il faut faire quelque chose, quoi, pour être dans le vent. Alors, j'ai mis quelques statistiques. 4% des Français se sont déclarés végans. Mais 0,5% de la population l'est vraiment. Est-ce que c'est tellement draconien? 1,4% de la population est végétarienne. Ça, c'est déjà, je crois qu'il y en aurait eu plus. Et 54% de la population ne comprend pas le mode de vie vegan. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de questions sur ce sujet-là. Les origines, 2 mots, parce que là, jusqu'à présent, je me réfère aussi à ce qu'ils disent. Ça s'enfonce, comme toujours, dans la nuit des temps, dans les grandes cultures. C'est pas tout à fait faux. Vous avez, aux Indes, je me souviens, mais je n'ai pas retrouvé le nom. Là, ma mémoire me fait vraiment défaut. Il y a un groupement religieux, vous les connaissez sans doute, ils ont un banc. Les Jains, comment... Non, je crois que c'est un... Oui, les Jains, mais il y en a d'autres. Et avec les poussettes, oui, et avec les petites, ils ont des plumeaux qu'ils balaient devant eux pour ne pas écraser, ne pas tuer la moindre animal. Dans le contexte de la réincarnation, on le comprend. Parce que comme on peut réincarner dans des espèces animales, il vaut mieux ne pas écraser sa belle-mère, bien que... Pardon, c'est très mauvais, c'est toujours... On voit bien que je n'en ai pas, hein, je tourne toujours. Enfin voilà, outre la boutade, là je comprends, c'est un contexte où effectivement toute vie est à respecter parce qu'elle est prise dans un cycle dans lequel effectivement, dans le processus de réincarnation, il peut y avoir des retours, enfin bref. Alors maintenant, je les écoute aussi dans ce qu'ils disent eux-mêmes, les avantages à refuser l'exploitation animale. C'est eux qui parlent. Hein. Se passer d'une alimentation omnivore et de produits animaux permettrait de rendre disponibles 75% des terres arables et donc de subvenir aux besoins alimentaires de l'ensemble de la planète. Deuxième, cela provoquerait une baisse significative des gaz d'effet de serre. Est-ce que vous savez qu'il n'y a rien de plus anti-écologique qu'une vache sur son pré, surtout lorsqu'elle lève la queue? Ça dégage une quantité de gaz carbonique impressionnant, les animaux. Donc, c'est un argument qu'il faut entendre. Un net recul de certains cancers. Là, il y a des gens plus compétents que moi qui devraient répondre, et de certaines maladies cardiovasculaires responsables d'un pourcentage important de décès, qui seraient dus à une consommation, peut-être à une surconsommation de viande, je n'en sais rien. Alors ils disent que les nutritionnistes prétendent qu'aujourd'hui on peut remplacer la viande
c'est pas que la viande, je dis la viande, mais tout ce que j'ai dit, par d'autres apports nutritionnels. J'ai vu d'autres réactions où il y a des enfants qui ont été hospitalisés par manque de vitamine B12, je crois que c'est qui manque. Et il y a quand même maintenant, ils consentent à reconnaître qu'il faut compenser, entre autres la B12, par d'autres moyens qu'ils ne trouvent pas dans la nourriture. Donc là, c'est un argument qui me semble un peu difficile à maintenir. Toujours, je leur laisse la parole avant de faire une analyse plus critique. Ils insistent sur le droit des animaux. Et là, rassurez-vous, j'aurai un chapitre sur ce problème des droits des animaux. Mais écoutons ce qu'ils disent. La première chose, ils se situent dans la droite ligne de la biologie darwinienne. Pour eux, donc d'emblée, ils considèrent qu'on est dans un contexte d'un matérialisme pur et dur, où on nie que l'animal humain serait un animal supérieur aux autres animaux. Vous voyez, volontairement, je le dis ainsi. Il y a simplement, au cours de l'évolution, il y a des espèces différentes qui se sont développées, mais il n'y a pas une supériorité qui permettrait de mettre une nette distinction essentielle, comme nous dirons, quant à l'essence même, entre l'homme et les autres espèces animales. Il y a des degrés, mais il n'y a pas de différence essentielle. Et donc, il faut reconnaître les mêmes droits à tous les représentants de tous les vivants, puisqu'ils appartiennent tous à un même ordre de la nature. Et lorsque l'homme prétend faire une distinction et avoir le droit de vie et de mort sur des animaux, alors qu'ils appartiennent au même biotope, je dirais, il y a là une injustice profonde. Il faut reconnaître le droit de tous les vivants de pouvoir se développer, etc. De ne pas les aussi refuser de les arracher à leur mère, de les enfermer dans un élevage concentrationnel, de les mettre à mort, etc. Voilà, je le dis rapidement parce que c'est un point que nous allons devoir développer. Ils vont même plus loin. Ils considèrent que si l'homme est un animal plus développé, il aurait la responsabilité morale de s'occuper davantage de ceux qui sont plus vulnérables. Et donc, il devrait protéger les espèces animales plutôt que de les utiliser, les objectiver, les parquer, les employer pour ses propres besoins. Voilà, le droit des animaux n'est pas reconnu. La préoccupation pour le bien-être des enfants, c'est de leur apprendre à lire et à écrire. Il est évident que la préoccupation des biens des animaux devra être proportionnée à leur capacité. On ne va pas apprendre à lire et à écrire à des poules ou à d'autres animaux, c'est bien entendu. On ne va pas leur demander ou exiger pour eux le droit de vote, disent-ils. Donc pour dire, on n'est pas fou, quoi. Mais laissez-leur le droit de vivre selon leurs modalités propres. Et des animaux, laissez-leur vivre dans la liberté, ne les enfermez pas dans un périmètre où ils sont entassés les uns sur les autres. Donc respectez le droit qui est proportionné aux aptitudes de chacun. On ne demande pas des choses excessives, mais que chacun soit respecté dans ce qu'il est. Eu égard à somme toute, ontologiquement, une égale dignité sur l'horizon de cette évolution darwinienne. Première petite objection avant de prendre les choses plus sérieusement. Première objection, la loi de l'évolution de Darwin. Et il s'appuie vraiment sur cette loi de l'évolution, donc pour dire que les différences sont de degré et pas de nature, et que c'est un chauvinisme anthropomorphique que de prétendre que l'homme est davantage. Très bien, mais si je suis le darwinisme, ou disons le néo-darwinisme, tel que Spencer l'a exprimé, il dit il y a le combat pour la vie et la loi du plus fort. Struggle for life and survival of the fittest. Il y a un combat et c'est le plus fort qui l'emporte, et il faut qu'il en soit ainsi, parce qu'ainsi le patrimoine génétique peut s'améliorer, puisque c'est les représentants qui ont, par le hasard des mutations, eu un avantage génétique, qui vont s'imposer sur les autres. Eh bien alors, si tel est le cas, si je me revendique de la loi darwinienne, je dois trouver normal que l'animal plus développé humain domine sur les autres animaux au risque de les faire disparaître. Ce n'est toujours que ce qui se passe selon
le principe du combat du plus fort, de la survie du plus fort. Vous voyez, une contradiction dans leurs revendications. Et ce que je voudrais souligner, cette revendication elle-même, qui fait appel à notre conscience morale, prouve que l'homme n'est pas qu'un animal comme les autres, parce qu'autrement, il faut empêcher les loups de manger les moutons, et il faut empêcher les oiseaux de manger les vers, parce que c'est une violence scandaleuse pour les pauvres vers. Vous voyez qu'il y a... on prétend qu'on est tous dans le même degré, mais il n'y a que l'homme qui doit avoir le souci, comme sa conscience morale, mais là nous sommes dans la transcendance, qui doit avoir le souci du plus faible. Tous les autres animaux, regardez autour de vous, sauf les purs végétariens, c'est tous des prédateurs d'espèces moins puissantes qu'eux. Et c'est ça, bon. Alors pourquoi nous, les hommes, ne pourrions pas jouir de cette loi qu'on brandit là comme étant la justification de leur position? Il y a une contradiction là. Alors on est bien d'accord, je voudrais insister là-dessus, la violence gratuite exercée contre les animaux, la cruauté avec laquelle certains abattoirs travaillent. Vous savez, j'ai cru commencer la conférence pour être sûr que vous ne me mettiez pas du côté de ceux qui sont indifférents aux animaux ou les méprisent. Loin de là, c'est pas ça du tout. Je suis très sensible aux animaux depuis que je suis petit. Je les aime beaucoup, ils me le rendent aussi, alors c'est pas moi qui... Je croyais vous projeter une ou deux petites vidéos sur le traitement qu'on fait subir à des animaux. J'ai pas eu le cœur parce que c'est horrible. Une des plus terribles que j'ai vues, c'était même pas ici, c'était il y a quelques années, c'était dans un pays du Moyen-Orient où on enlève la fourrure des animaux vivants. Vivants, on en parlait pas. Je ne sais pas comment ces hommes peuvent faire ça, ces petits animaux se contorsionnent, hurlent et indifférents. Mais quand j'ai vu certaines manières dans les abattoirs, je ne comprends pas non plus comment ces hommes, toutes les journées, peuvent avoir une telle cruauté envers ces animaux, une cruauté qui quand même, il y a une part de gratuité, mais je crois que on devient abruti à force de faire jaillir le sang des animaux. Je crois, et je serai toujours défenseur de, si on doit tuer un animal pour des besoins de nutrition, faisons-le d'une manière digne, respectons ces créatures de Dieu qui, dans une perspective chrétienne, nous sommes les rois de la création, nous avons aussi la responsabilité devant le Créateur. Vous savez que certains peuples dits primitifs, cette évaluation étant eu égard au développement technologique, mais ils ont parfois gardé un bon sens, certains peuples demandent pardon aux animaux avant de les animaux et même aux arbres avant de les abattre. Bon, je sais bien qu'il y a une histoire d'esprit d'animaux et d'esprit de rien, mais il y a une sorte de respect. Je suis obligé de... Bien, j'insiste pas plus. Alors, s'ils servent à notre nourriture, à nos besoins, eh bien, je crois qu'il est moralement illicite de laisser faire souffrir inutilement. Maintenant, est-ce que l'homme est obligé de manger des animaux, de se nourrir de chair humaine? Serait-ce un lapsus révélateur? L'homme est par nature omnivore. Et là, vraiment, j'ai été voir et vérifier. Et là, il y a une unanimité, il est omnivore. C'est-à-dire que son système digestif lui permet d'assimiler aussi bien de la viande que des plantes. Il y a même des chercheurs, entre autres Leslie Aiello, je ne sais pas si j'ai mis son nom, non, je ne l'ai pas mis, c'est un Britannique qui croit pouvoir dire que la nutrition carnée, donc la viande, a permis un développement plus rapide du cerveau. Ce qui, au niveau facteur évolutif, n'est quand même pas rien. Alors, l'être végétarien semble être un choix plutôt moderne. Nos aïeux, je parle de quelques milliers d'années dans le passé, ont eu des périodes où ils étaient végétariens lorsque les animaux n'étaient plus, lorsque les chasseurs ne trouvaient plus de gibier, dans les périodes où il n'y en avait pas. Mais de manière générale, il semble bien qu'ils se nourrissaient de viande et que la présence de viande peut être retracée dans le régime alimentaire des hominidés dès les origines. Alors si je consulte maintenant je dis cela d'une façon d'autant plus libre, mais vous le savez, beaucoup d'entre vous, que personnellement, je ne mange pas de viande.
Donc je suis très libre dans ce que j'exprime ici. Il n'y a pas de parti pris. Je ne vais pas prétendre que l'homme n'est pas fait pour manger de la viande. Non. Je vous dirai d'ailleurs pourquoi j'en mange pas. Du poisson, oui, mais oui, vous avez raison. Moi, je ne suis pas dans ce que je dis ici. Je dis viande, mais c'est viande pour tout le reste. C'est pour l'ensemble de ce que nous avons décliné au début. Personnellement, je me passe uniquement de viande. Vous allez voir pourquoi. Mais si je lis dans le livre de la Genèse, je vous donne, c'est avant le péché originel, c'est la création telle qu'elle sort de la main de Dieu. Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Ah, voyez qu'on est quoi là? On mange des fruits et on mange des plantes. On est végétarien. Je dois faire attention à la terminologie. À tous les animaux, tous les oiseaux, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et tant pis pour le lion, tiens. Il mangera de l'herbe comme tout le monde. Voilà, alors je le dis pour bien dire, attention, je ne vais pas faire une interprétation fondamentaliste et dire donc il faut être végétarien. Ce que nous percevons bien, c'est que la création originelle était exempte de violence. C'est cela qu'il faut entendre. Et voici ce que je lis maintenant après le déluge. C'est-à-dire, le déluge, c'est dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Ce ne sont pas des chapitres historiques, mais transhistoriques, c'est-à-dire qui nous décrivent le projet de Dieu, le péché de l'homme et ses conséquences. Et à un moment donné, Dieu, le texte dit, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et là, il déclenche le déluge. Entendez bien, le déluge, c'est l'annonce d'un jour d'une grande purification de l'humanité, de tout le péché. C'est extrêmement positif, on n'est pas dans les discours historiques. Et Dieu va créer une nouvelle humanité représentée par Noé. Sauf que, Genèse 9, Dieu dit, bénis Noé et ses fils, leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Vous voyez, c'est les mêmes termes que dans Genèse, à la première création, Genèse 1 et 2. Remplissez la terre, Genèse 1. Vous serez la crainte et la terreur. La crainte au sens de la peur et la terreur de tous les animaux. Dieu nous purifie, certes, mais il y a la trace de ce péché des origines, à travers une sorte de rupture d'harmonie dans cette création telle que Dieu l'avait faite. Nous sommes quand même des rois déchus. Le sang de ton frère, dit Dieu à Caïn, monte vers moi, et désormais la nature se révolte contre l'homme. On a brisé une harmonie par le péché. Nous étions les rois, nous sommes des rois déchus, et il y a une révolte de la nature. De tous les oiseaux du ciel et de tout ce qui va et vient sur le sol et tous les poissons de la mer, ils seront livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Donc ici, nous pouvons manger de tous ces animaux et tout, etc. Voilà. Encore une fois, on ne prend pas au pied de la lettre. C'est une réflexion qui prouve donc que la géographe s'est posé la question de la légitimité d'introduire une telle violence, de tuer des vivants, de les tuer pour s'en nourrir. Et il l'inscrit, sans doute éclairé par l'Esprit Saint, il l'inscrit dans une évolution, dans une sorte d'éloignement, conséquence du péché, du plan originel de Dieu. Mais toujours, les hagiographes gardent cette mémoire, je dirais, originelle, et cette aspiration à ce monde d'harmonie. Le loup habitera avec l'agneau. Isaïe 11, c'est l'annonce de la venue du Messie, sur qui reposent les 7 dons de l'Esprit. Et puis cela continue. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et les lionceaux seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, les petits même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption. Sur toute ma montagne sainte, finit la violence. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Waouh! Qu'est-ce qu'on y aspire, hein? J'aime énormément ce chapitre 11. Ça donne... vraiment, c'est ça à quoi on aspire. Sortir de toute cette violence barbare et trouver... Et regardez dans l'évangile de Marc, j'ai hésité à le mettre, mais de mémoire, l'évangile de Marc, très tôt, Jésus, dès les premiers versets, va affronter l'ennemi au désert.
Et puis Jésus triomphe des tentations. Les animaux vivaient avec lui et les anges le servaient. La réconciliation universelle des animaux autour du Messie. C'est évidemment vers ces textes-là que pointe saint Marc à ce moment-là l'accomplissement de ces prophéties. Alors, je vous ai dit que j'allais dire pourquoi je ne mange pas de viande. Pour ça, cette perspective eschatologique. La vie monastique, c'est eschatologique, c'est une sainte impatience, c'est vivre déjà dans les conditions qui sont celles de l'Église quand le royaume sera instauré. Je me dis d'une façon cohérente, alors je ne mange pas non plus de viande puisque quand le royaume sera instauré, on ne mangera plus. Logiquement, je ne devrais pas manger de poisson non plus. Je le dis à votre place, vous avez raison. Mais voilà. Alors maintenant, après c'est une demi-boutade, c'est entre nous, on cause. Alors maintenant, en attendant les temps eschatologiques de la réconciliation universelle, il paraît que ça peut durer encore un petit peu, mais ça peut aussi arriver avant la fin de la journée. Je vais regarder avec vous l'horizon philosophique, idéologique, sur lequel se dégagent les véganes, et c'est ça qui est important. Parce que les véganes, ça n'est toujours qu'un épiphénomène d'un courant beaucoup plus redoutable, je devrais dire, et vous allez voir pourquoi. Le premier, c'est le spécisme de Peter Singer, je ne sais pas comment je dois le prononcer, puisqu'il est américain, il est, je l'ai ici, son pédigré, professeur de bioéthique, ça c'est le comble, à l'université de Melbourne, en Australie, et tutélaire de la même chaire à Princeton depuis 1999. Il a écrit le manifeste du mouvement de libération des animaux, ça date déjà en 1975, dans lequel il décrit le spécisme comme suit. Le spécisme est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et de parti pris défavorable envers ceux des membres d'une autre espèce. Exemple, le raciste est quelqu'un qui a un parti pris pour sa propre race, positif et défavorable pour les autres. Le sexiste est quelqu'un qui a un parti pris pour les représentants de son sexe avec mépris pour les autres. Eh bien, le spéciste, c'est tous ceux qui prétendent que l'espèce humaine est supérieure aux autres espèces animales. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit pour les véganes, voilà leur source. Ils sont spécistes. Et donc, il faut creuser un petit peu ici. Quels sont les enjeux? Alors, pour contester la supériorité de l'homme, Peter Singer, ou Singer, je ne sais pas comment le dire, se fonde sur la doctrine lui c'est un Anglais je crois, Jeremy Bentham, l'utilitarisme, qui pose la question, qui dit, la question n'est pas les animaux peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Alors il y a un déplacement de la différence entre l'animal et l'homme. Nous disons que la différence spécifique de l'homme, c'est son âme rationnelle. Alors, je vais peut-être prendre 2 minutes le temps de le dire parce qu'autrement on reste dans une confusion. Cette âme rationnelle lui donne la possibilité d'activité intellective, rationnelle, libérée de l'espace et du temps. Alors, je vais essayer de ne pas être compliqué. L'animal a bien sûr de l'intelligence. Autrement, il ne pourrait pas orienter son action. Il a des sens qui lui donnent une information. Il traite cette information et il en ressort un comportement qui répond à l'information. C'est ce qu'on appelle une intelligence associative. On associe les inputs informatifs et on donne une réponse adéquate. Mais ce n'est pas une intelligence réflexive. La réflexivité, c'est la capacité de revenir sur mon raisonnement pendant le temps même que je raisonne. Et cette réflexivité est la source de la conscience, cum scire. Je vous parle, scire le savoir, je suis présent à mon savoir. Tandis que je vous parle, je me souviens de ce que j'ai dit et je sais ce que je veux vous dire. Donc je vous parle ici dans l'espace et le temps, mais ma pensée est libre. Je sais ce que dans le passé je vous ai dit, je sais ce que je vais vous dire dans le futur.
Ça va, vous voyez, cette transcendance de l'esprit par rapport au fonctionnement de l'intelligence associative. C'est ce qu'on appelle l'intelligence réflexive. Et c'est cette intelligence réflexive qui est la source de la culture. L'associative, c'est un ordinateur cérébral. Et certains animaux ont des ordinateurs cérébraux plus performants que nous. Retenez ce que je dis, ça introduit ma deuxième question, si j'ai le temps, que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est justement l'intelligence artificielle. Nous sommes dans ce domaine-là. Mais l'intelligence réflexive, cette transcendance, transcendere, montée au-delà de l'immanence matérielle, prouve que l'homme dépasse infiniment l'homme. Comme Pascal disait, l'homme dépasse infiniment l'homme. Parce que si vous ne le considérez rien que dans son animalité, eh bien, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans ce comportement. C'est cette transcendance de l'esprit. Pour le dire encore plus simplement, Feuerbach, et je ne tire pas la couverture à moi, Feuerbach est un des pères de l'athéisme contemporain. Feuerbach dit l'animal sait, mais il ne sait pas qu'il sait. C'est bien dit, il sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Donc nous ne devrions pas dire stricto sensu que l'animal a conscience de soi. Attention, ce que je dis, c'est déjà une critique, c'est ce qui va suivre. Et c'est là on va être dans la confusion totale. Si vous dites qu'un animal a conscience de soi, vous lui donnez une conscience réflexive et vous en faites un être humain. Alors il y a un abus de terminologie. Donc il a sensation de soi, mais pas conscience. Cette conscience, cette transcendance, comme j'ai commencé à dire, c'est la source de toutes les œuvres de culture. Il y a l'esthétique, les œuvres d'art, mais tout le travail socio-politique, économique, tout ça, c'est des manières dans lesquelles l'homme essaie d'incarner un sens qu'il donne à sa vie. C'est donc fondamentalement la question du sens et une tentative d'incarner un sens. Un système politique, ça traduit une conception du sens de la vie chrétienne, de la vie humaine, etc. Et ça vaut pour les systèmes économiques, politiques, sociaux, pour tout ce que nous faisons. Toutes les sciences humaines sont le fruit de cette transcendance de l'esprit et de cette réflexion sur la condition humaine et les possibilités de la transformer, ce que l'animal ne possède pas. Alors de tout cela, ils font table rase. C'est donc un matérialisme qui a un a priori immense, c'est de considérer comme nul et non advenu toute la dimension des activités transcendantes de l'intelligence, de la volonté et le reste. Autrement dit, si vous faites un homme unidimensionnel sans transcendance, alors vous êtes déjà dans ce qu'il dit. Et à ce moment-là, il dit, qu'est-ce qui est commun entre tous les animaux ? Mon interlocuteur pourrait me dire, vous venez de dire que l'animal a aussi de l'intelligence, qu'il a de la volonté, qu'il a de l'affectivité, c'est la raison pour laquelle nous avons des animaux de compagnie. Donc il a toutes ses facultés psychiques, mais il les a immanentes. Et si vous supprimez la transcendance, elles sont comme les nôtres, plus ou moins bien développées. Donc alors, qu'est-ce qui fait le point commun ? C'est la capacité, dirait-il, vous ne pouvez pas prendre la mesure de l'intelligence, puisque c'est du plus ou moins chez tous, mais ce qui est commun, c'est la capacité de souffrir ou de jouir. Et c'est ça qui est le commun dénominateur. C'est ça qui est important. Et c'est la somme totale de souffrance dans la biosphère, tout le vivant peut souffrir, qu'il s'agit à tout prix de diminuer pour augmenter la possibilité de jouissance de la biosphère. Et là, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les animaux. Ils appartiennent tous à la biosphère. Attention à ce que je dis. Vous entendez que je nomme maintenant la biosphère plusieurs fois. Et oui, peu à peu, la biosphère sera plus importante que l'homme aussi, puisque l'homme est un sous-ensemble d'un ensemble plus important, la biosphère. Et donc ce sera la biosphère qui sera primordiale. On n'est pas encore là, mais on y va. Alors pourquoi utilitarisme ? Précisément parce que si nous voulons être utiles aux vivants, il faut diminuer la quantité de souffrance. On ne peut être que d'accord d'éviter de faire souffrir, bien sûr, mais vous allez voir où ça peut nous conduire, où ça va nous conduire. Jusque-là, ne pas faire souffrir, on n'est déjà pas d'accord avec ce matérialisme, mais soit, j'ai dit et insisté, il n'est pas légitime, moralement légitime, de faire souffrir même un animal si on peut éviter cette souffrance. Ce n'est pas juste. Non. Alors, je continue. Refus de la transcendance de l'esprit
Et ici, j'arrive à cette confusion dans les termes. Il dira, il y a aussi chez les animaux sont conscients. Tous les animaux, tous les êtres sensibles et capables de ressentir plaisir et souffrance sont conscients. Alors là, je cale, je dis, mais ils ne sont pas forcément conscients. Ils ont sensation de soi. Mais voilà, on identifie la sensation de soi avec la conscience. Premier point, puis je vais vous donner un texte. Et parmi ces animaux conscients, selon sa définition, certains sont des êtres personnels. Ah bon? Il y a des animaux personnels, c'est ceux qui sont conscients de soi et doués de raison. De raison, entendue comme intelligence associative. Maintenant, je vous donne le texte pour que vous compreniez mieux. Mais vous voyez, c'est une confusion du langage. Et 8 fois sur 10 dans les idéologies, elles s'enracinent tous dans une confusion du langage. Nous réfléchissons avec des concepts. Si vous voulez changer la manière de réfléchir de votre interlocuteur, changez ses concepts. Mettez un autre contenu sémantique dans les termes qu'il emploie et vous y êtes. Les parents et la parentalité, on l'a connu, j'avais déjà dénoncé ça. Les parents, c'est un homme et une femme. La parentalité, c'est 2 personnes de n'importe quel sexe. Et peu à peu, on ne parle plus de parents, mais de parentalité pour trouver tout à fait normal qu'une famille se soit faite de 2 par la parentalité. Et je pourrais vous citer 1000 cas. Les dérives, pour être acceptables, doivent se couler dans le langage après avoir subrepticement changé le contenu sémantique des termes. C'est très très subtil comme fonctionnement. Les grands singes, chimpanzés ou gorilles, orang-outans, représentent sans doute les cas les plus évidents de personnes non humaines. Mais il en existe certainement d'autres. Il est tout à fait possible que les baleines et les dauphins s'avèrent doués de raison et qu'ils aient une conscience de soi. Conscience de soi au sens de sensation de soi, c'est évident. Et doués de raison, mais je dirais encore, c'est évident, le dauphin, et nous le savons, a un ordinateur cérébral plus performant que nous. On étudie encore les échanges de signaux entre dauphins parce qu'on n'a pas encore compris tout à fait comment ça fonctionne. Ils ont un ordinateur cérébral et pourtant ils n'ont pas de culture. Et ils ont un ordinateur cérébral plus performant que nous. Ce qui montre bien que la subjectivité, la conscience de soi transcendante n'est pas... que le cerveau est condition nécessaire mais pas suffisante pour la transcendance de l'esprit. Mais ici, toutes ces distinctions sont balayées. Nombreux sont ceux qui, vivant avec des chiens et chats, sont convaincus que ces animaux ont conscience de soi et le sens du futur. Là, tous les éthologues vous diront, n'oubliez pas le phénomène de projection. C'est un éthologue qui me disait, c'est extrêmement difficile d'étudier le comportement des animaux sans projeter sur eux, anthropomorphisme, nos comportements à nous. Nous les interprétons, leurs travaux, à travers les lunettes de notre mode de fonctionnement. Ça, ici, c'est gros comme un camion, mais soit. Nous pensons que les chiens sont plus semblables à des personnes que les cochons. Si nous les gardions comme animaux domestiques, les cochons, nous inverserions probablement notre ordre de préférence. Donc les cochons et les chiens ont tous les 2 conscience de soi. S'ils ont une raison, ce sont des personnes. Des raisons, c'est-à-dire un ordinateur cérébral. Mais vous me direz, ils l'ont tous. Bien sûr, mais nous allons voir pourquoi il met ces catégories en place. Avançons progressivement, c'est très subtil. Et c'est là où je cite maintenant ce que j'ai entendu d'un végan, sans trahir ce qu'il disait. Le reporter lui demandait, et vous trouvez normal de casser les vitrines, le magasin de ce charcutier ou de ce boucher? Il répond, mais nous n'avons tué personne, alors que le boucher a tué des personnes. Je me dis de quoi il parle. Et il lui demande, quelle personne a-t-il tué? Elle pend de là dans son échoppe. Voilà, il nommait comme personne les cochons, les animaux qui étaient exposés dans la devanture. Ouf! Là vraiment, quand je pense que la notion de personne est née dans un contexte théologique, d'une réflexion sur la Trinité, c'est là que va se développer le concept de personne, récupéré ensuite par la philosophie pour parler du spécifique humain, de l'être humain en relation.
Et maintenant, ça y est, les cochons, tout le monde est en... Eh ben, quel délire, hein? Mais bon, soit. Enfin, soit, je veux dire, je suis là simplement pour vous montrer ce qui est occupé, ces courants qui montent. Dès que vous coupez la transcendance de l'esprit, attention, nous allons voir toutes sortes d'idéologies, de toutes sortes de ce type-là surgir, bien sûr. Alors maintenant, faisons un pas de plus. Jusqu'à présent, ils refusent toute discrimination entre les espèces. Toutes les espèces sont des animaux. Il y a des animaux humains et des animaux non humains, mais pas de discrimination des espèces. Mais il va, sur base de ce vocabulaire qu'il vient introduire, il va introduire des discriminations au sein des espèces. Il y a des animaux qui ont conscience de soi, qui sont personnels, mais il y a des animaux qui sont conscients et qui ne sont pas des êtres personnels. Et il y en a aussi chez les animaux humains, qui ont conscience de soi, mais qui ne sont pas personnels. Un fœtus. Vous voyez venir? Un vieillard qui a Alzheimer. Est-ce qu'il a conscience de soi? On veut bien lui concéder, mais il n'est plus une personne, puisqu'il n'est plus capable de tenir un raisonnement. Et maintenant, donc, on va avoir, je vais vous montrer les textes. Eh bien alors, dans l'échelle des vivants, puisqu'il faut éliminer ce qui cause de douleur, voilà que si j'essaie de faire une valorisation, un loup en bonne santé a plus de valeur dans la biosphère qu'un vieillard qui a Alzheimer ou qu'un enfant qui ne raisonne pas encore. De plus, éliminer le vieillard en souffrance, vous éliminez de la souffrance dans la biosphère, vous faites une bonne action. CQFD. Donc vous voyez comme il faut être subtil quand vous acceptez des dérives sémantiques, vous ne savez pas où ça va vous conduire. De nombreux animaux non humains entrent dans cette catégorie des non-conscients, auxquels s'ajoutent les nouveau-nés et certains handicapés mentaux. Les êtres auxquels manque la conscience de soi ne peuvent pas avoir le droit de la vie au sens plein du mot droit. Donc il fait une hiérarchie à l'intérieur de l'espèce de ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui ne l'ont pas, sur base des définitions des termes qu'il a proposés. Il semble donc par exemple que tu es un chimpanzé et pire que tu es un être humain qui, du fait d'un handicap mental congénital, n'est pas et ne sera jamais une personne. Si vous avez accepté ces prémices, qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine et non humaine, qu'il n'y a pas de transcendance, je vous défie de contredire ce qu'il dit ici. C'est ça en philo 1, si vous acceptez les axiomes, les prémices d'un raisonnement, logiquement, après, vous êtes pris dans la cohérence de son développement. Voilà. Concevoir un enfant misérable n'est pas directement mauvais, mais une fois qu'un tel enfant existe, comme sa vie sera forcément misérable, nous devrions réduire la quantité de douleur dans le monde par l'euthanasie. Allez, allègrement, quoi. Voilà, c'est le welfare, le bien-être qui prime sur le respect de la vie. Et pas de différence, l'homme n'a pas plus le droit à la vie que l'animal. Et c'est un professeur de biotique qu'est-ce que c'était encore? Ils sont tellement de grandes... Princeton, s'il vous plaît, qui vous sort des bouquins de ce type-là. Et attention, ils sont largement diffusés. Hein, c'est des pocket editions, hein, c'est de la grosse vente. Le welfare. Alors, l'utilitarisme de Bentham admettait déjà de tuer l'animal humain ou non, à condition de ne pas le faire souffrir, et... Ah, mais je vous l'ai déjà montré, celui-ci. Et Est-ce que je vous l'ai montré? Non, je ne crois pas. Tandis qu'ici, Singer dit, la vie humaine n'a pas plus de valeur que celle des animaux non humains, parvenus à un même degré de rationalité, de conscience de soi, de conscience de sensibilité. Donc un petit enfant, vous savez que si vous comparez dans le comportement des chimpanzés, à l'aube de la vie, ils dépassent les performances des tout petits, des nouveau-nés. Mais ça ne dure pas longtemps. Après, eux, ils stagnent, ils n'évoluent pas plus. Alors que l'homme commence en bas de l'échelle, mais il a une capacité de grandir, de continuer à évoluer.
Mais avant cette date-là, la vie de l'orang-outan vaut plus que la vie de l'enfant, puisque l'orang-outan est capable de plus de performance que le petit enfant. On ne tient pas compte du tout de cette évolution ultérieure. De là au mouvement pour l'extinction volontaire de l'espèce humaine, il n'y a évidemment qu'un pas, et là c'est la priorité de la biosphère. Nous sommes beaucoup trop nombreux, nous sommes une race de prédateurs. Vous avez vu toute la place qu'on prend? Avec toutes nos histoires de CO2, on risque de menacer la vie d'autres personnes non humaines. Donc la meilleure chose à faire, si nous voulons arrêter nos bêtises et faire enfin quelque chose de bon, c'est de diminuer le nombre de représentants de l'espèce animale humaine pour laisser leur place aux autres espèces non humaines. Vous pouvez trouver sur Internet encouragement à l'euthanasie, mais aussi plus largement, encouragement à la stérilisation, encouragement à l'avortement bien sûr, tout cela pour diminuer la présence des êtres humains. Le côté alors un peu pervers, puisque on refuse les expérimentations sur les animaux. D'accord, mais vous savez ce qu'ils vont jusqu'à dire, notre cher, non c'est pas Bentham, c'est Singer, que puisque le fœtus de moins de 18 semaines est supposé incapable de souffrir, voilà un matériel d'expérimentation tout à fait légitime. Voilà la réponse du berger à la bergère. Ne faites pas souffrir des animaux, ou alors des animaux non conscients, par exemple le fœtus humain de moins de 18 semaines. Je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais elle est grinçante. Le droit à la vie ne devrait prendre effet avec toute sa force légale qu'un peu après la naissance, peut-être un mois après, et non pas à la naissance elle-même. Sans commentaire, j'arrête. Mais voilà sans doute l'arrière-fond le plus important, c'est le spécisme. Faites attention à ce terme, vous verrez que c'est une idéologie qui est en pleine évolution et en pleine croissance actuellement. Il y a une sorte d'anti-humanisme, pour ne pas dire de haine de l'espèce humaine aujourd'hui, qui est vraiment étonnante. Si ça, ce n'est pas, vous allez dire, il est nouveau là avec ces grands mots, mais quand même, il y a quelque chose de diabolique, parce que l'aspiration à la vie, c'est ce qu'il y a de plus naturel, quoi. Et haïr la vie d'une telle manière, c'est quelque chose de malsain. Et que tant d'hommes et de femmes puissent y adhérer et se faire les promoteurs. Ils ont droit de pignon et d'interview à des France Culture et à des choses comme ça. C'est pignon sur rue. Alors bien sûr, la suite, c'est la défense des droits d'animaux. Selon un scénario classique que de nos jours nous connaissons très bien, toute nouvelle idéologie va essayer d'inscrire, de graver ces axiomes dans le bronze, c'est-à-dire promouvoir des lois qui vont sanctionner toute transgression à ce que nous considérons comme la vérité. Ça, c'est le schéma tout à fait classique. On va des lois qui vont punir ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Très bien. Toute allusion à des situations contemporaines serait évidemment purement fortuite. C'est ainsi qu'on voit apparaître la Déclaration universelle des droits des animaux, 15 octobre 1978. Ça date, oui, mais il faut toujours, c'est déjà long. Ça date, mais peu à peu, ça se déploie. Ligue française des droits, c'est à l'UNESCO à Paris, la maison de l'UNESCO. Je ne sais pas si c'est vraiment l'UNESCO qui devrait s'occuper de choses de ce type-là. Alors, ici, c'est une approche de nouveau spéciste et même biocentriste, dans la logique même. Ça va forcément les anti-humanistes et biocentristes. Et ici, encore un autre nom, encore un professeur de philosophie morale à l'Université de Caroline du Nord, The Case of Animal Rights. Tom Regan, encore un homme qui a pignon sur rue, vraiment, très écouté, très suivi. Alors là, c'est donc, dans l'ordre juridique, c'est des mouvements militants pour les droits des animaux, et ces mouvements n'hésitent pas à utiliser la violence pour essayer de s'imposer. Ils sont d'ailleurs caractérisés par la violence qu'ils déploient. Le professeur Saponsis
La libération animale cherche à enlever l'apparence à l'espèce humaine des conditions nécessaires à la possession des droits moraux et à y substituer la qualité d'être sensible ou la possession d'intérêts propres ou de sensations de bien-être comme condition non seulement nécessaire mais aussi suffisante pour que l'individu, tant qu'il n'est pas coupable d'un crime, possède des droits moraux. Pour avoir des droits moraux, il suffit, condition nécessaire et suffisante, c'est d'avoir capable de jouir ou de souffrir. Vous voyez, c'est exactement l'arrière-fond que nous venons de décrire, mais qui essaie maintenant de s'inscrire dans la revendication des droits qui ne se limitent pas à l'espèce humaine, sur une soi-disant supériorité morale ou intellectuelle. Non, tout ce qui est capable de sensitivité a droit à être défendu par le législateur. Ce qui pourrait nous conduire, dans certaines circonstances, à, je lis dans le texte, sacrifier des humains vieux et cancéreux pour sauver des loups jeunes et en bonne santé, logique, ou sacrifier des violeurs pour sauver des chiens guides d'aveugles. On a un peu le tournis, quoi. Hein. De quoi on parle là? On parle d'un homme, non mais attention, on ne peut plus faire la différence. Le violeur s'est rendu coupable moralement, donc n'a plus droit à la vie. Par contre, le chien guide d'aveugle, voilà l'exemple d'une personne non humaine, altruiste et qui est tout à fait louable. Voilà. Les droits sont maintenant répartis d'une façon égale entre animaux et hommes. Et vous voyez de nouveau, on peut mélanger les deux domaines. Ce n'est pas simplement l'intérieur de l'espèce animale ou de l'espèce humaine. L'interaction aussi se trouve jouée là. Voilà les trois, l'utilitarisme Bentham, l'antispécisme Singer et le droit des animaux de Tom Regan. Vous avez compris que l'humanisme anthropocentrique, c'est-à-dire le bon vieux humanisme occidental, a pris du plomb dans l'aile. Hein. Carrément, ce sont des anti-humanismes. Que nous avons des devoirs envers les animaux, mais je crois que c'est évident, j'espère que c'est évident. Ça fait partie de notre responsabilité au sein du monde, au sein de la création. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Que nous devons éviter de leur causer de la douleur, limiter au maximum cette douleur, tout ça semble acquis. Maintenant, reconnaître des droits au monde animal, voire à la biosphère, attention. Et là, Luc Ferry, dans une phrase cinglante, à mon avis, met par terre tout ce beau raisonnement. Regardez ce qu'il dit. La biosphère donne vie tout autant au virus du sida qu'au bébé phoque, à la peste et au choléra, comme à la forêt et aux ruisseaux et aux petits oiseaux, j'ajouterais. Dira-t-on sérieusement que l'HIV est sujet de droit, au même titre que l'homme? Voyez l'absurdité, hein? C'est déjà la comparaison que je disais auparavant aussi, hein? Où est-ce que ça nous mène? À ce moment-là, il faut empêcher le chat de manger la souris parce que la souris a des droits. Et le HIV a des droits, messieurs les médecins, arrêtez de chercher à l'éradiquer, etc., etc. Comment se fait-il que des doctrines aussi, j'allais dire absurdes, mais peut-être que je suis médisant ou que sais-je en disant cela, mais comment se fait-il qu'elles se diffusent? Où est passé le bon sens? C'est vraiment très curieux. Alors le terme de sujet de droit, quand même il y a une réflexion à faire. On va le faire quand même 5 minutes. Comment peut-il y avoir du droit? Pardon, je vais lire autrement. Il n'y a de droit qu'un sujet qui est capable de le revendiquer. C'est le sujet qui revendique un droit pour lui. C'est purement logique. Alors regardez ici une intervention d'Ariès. Les antispécistes savent qu'accorder des droits aux animaux n'a aucun sens, sauf à changer le sens du droit. Et c'est bien ça qu'ils veulent. Ils savent que tel que c'est aujourd'hui, ça n'a pas de sens, mais on veut décaler peu à peu. Puisqu'il s'agit effectivement d'une catégorie faite pour l'homme, il n'y aurait donc plus de droits, mais des intérêts en lutte, la loi du plus souffrant. Ce projet d'extension de l'égalité à des catégories hétérogènes conduit ainsi derrière son angélisme apparent
à nier au droit lui-même tout contenu réel. Et là, c'est vraiment dangereux. Parce qu'avec le droit des animaux, avec les exemples qu'on a donnés, mais où va-t-on s'arrêter? Il y a quelque chose qui est contre le principe même des droits juridiques et de la philosophie du droit. Regardez ce que dit Monique Atlan et Roger Paul Droit. Il ne s'agit pas de défendre les droits des espèces animales ou de la nature, mais de reconnaître des droits au sein des systèmes humains aux entités non humaines. Ce n'est pas les animaux qui ont on ne va pas défendre le droit des espèces animales, mais on va reconnaître les devoirs que l'on a par rapport à ce monde non humain. Car ces droits, il n'y a bien rigoureusement que nous pour les discerner, les formuler et les faire respecter. Je n'ai jamais vu une souris venir me dire « j'exige le droit au respect de ma vie », quoi. C'est ce que j'essayais de dire en disant « il y a du droit pour le sujet qu'il revendique » et pas du droit qui tombe du ciel. Donc, l'homme a la responsabilité d'évaluer son devoir par rapport aux animaux. L'homme reconnaît donc des droits aux animaux. Mais ce n'est pas le droit de l'animal, c'est le droit que nous reconnaissons pour lui. Et donc, nous engageons à respecter, à nous faire un devoir de respecter ces droits. Mais c'est toujours l'homme qui est la source du droit. Ce n'est pas l'animal lui-même. C'est uniquement pour des êtres parlants, des sujets de droit, que se pose la question du droit des êtres non parlants et non sujets. De même, quand on formule l'idée d'un contrat naturel, ça c'est notre cher... oh zut, j'oublie son nom maintenant. Ah mais ici c'est marqué, Michel Serres. Michel Serres, j'aimais bien lire Michel Serres jusqu'à ce que j'ai lu son ouvrage sur le droit naturel. Il s'engage dans une réflexion, mais complètement, là, il est pris fasciné par ces idéologies, et il revendique un droit naturel, une sorte de contrat naturel. Quand on pose la question, de même quand on formule l'idée d'un contrat naturel, comme le fait le philosophe Michel Serres, on ne saurait oublier que seul l'humain conçoit ce contrat, le rédige et le signe. La biosphère ne va jamais élaborer un droit qui lui soit propre. Il n'y a personne en face pour s'engager de manière réciproque, alors que le droit est, par définition, au cœur même, régit les relations entre les personnes. Il y a un sujet du droit, il y en a un qui est responsable, doit en répondre. Ainsi, le point de vue de la nature est toujours celui qui se constitue à son propos dans les pensées humaines. C'est nous qui parlons du droit de la nature et pas la nature qui exige un droit. Je termine avec une citation un peu ironique de Dominique Bourg, qui est professeur à l'université de Lausanne. Il suffit de faire comme si les sols, les plantes, etc. étaient des sujets humains, indûment considérés jusqu'alors comme de simples objets appropriables. Faire comme si. Nous serions tous, humains et non humains, citoyens de la Terre. Cela n'a rien à voir avec une contestation spéculative de l'anthropocentrisme, mais relève d'une démarche benoîtement anthropomorphiste. On est occupé à projeter sur le monde animal notre propre état humain. C'est tout, c'est encore une fois une projection. La supercherie de cette opération éclate dès que l'on commence à déployer les conséquences de ce « comme si », j'aurais dû le mettre entre guillemets, sur un plan juridique. Quoi qu'on en dit, quoi qu'on en ait dit, un anthropocentrisme pratique reste indépassable. Qui, en effet, pourrait être condamné au nom d'un crime contre l'écosphère, si ce n'est quelques représentants égarés de la gent humaine? On ne va jamais condamner un animal à un crime contre l'écosphère. Donc, au fond, il n'y a que nous à être coupables de ces droits et devoirs de la nature. Tous les représentants non humains en sont exempts. Il n'y a que nous qui sommes appelés au tribunal d'un droit que nous avons nous-mêmes instauré par pur anthropomorphisme. Ce ne serait qu'un juste retour des choses, car je ne vois guère que des complices en humanité de ce ci-devant pour avoir pris la responsabilité d'accorder aux non-humains, et de la façon la plus unilatérale, sans qu'ils interviennent,
la qualité de sujet et la possibilité d'ester en justice. Il n'y a jamais un animal qui n'a rien demandé, nous leur imposons. Au bout du compte, il n'y a ici aucune sortie du cadre des droits de l'homme, si ce n'est dans la bouffonnerie. N'est-il pas possible de discerner là quelque chose d'analogue à ce que Hegel désignait sous l'expression de ruse de la raison, à savoir la réalisation d'une fin rationnelle grâce à la passion des hommes et à leur insu? Et je crois que là, on touche, on rationalise les passions, pseudo-rationalisation, on leur donne un air de rationalisation pour faire passer une idéologie des passions, mais c'est tout. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce sujet, mais les végans, en tant que tels, on peut sourire. Remarquez la violence. Eh bien, cette violence, on la retrouve dans les mouvements dont je vous ai parlé. Ils ne font que reprendre cette violence des mouvements anti-humanistes au nom du biocentrisme. Et puis, l'exigence de droit, ça c'est évidemment tout à fait classique. Maintenant que vous avez entendu les termes, vous serez attentif au spécisme. Vous verrez que vous l'entendrez peut-être plus souvent que... quand on ne connaît pas le terme, on ne l'entend pas quand il est dit. Vous verrez qu'il apparaît dans les médias quand même assez régulièrement.